Bienvenue à la Cour supérieure du comté de Kings, où le juge John S. Somers préside le procès de Jamie Ozuna, l'homme qui a brutalement torturé et tué Yvette Pena, 29 ans, dans Inn Motel. Jamie Ozuna a été inculpé du meurtre au premier degré d'Yvette Pena, 29 ans, mère de 6 enfants. Jamie Ozuna a attiré l'attention de tout le pays en raison de la nature odieuse des crimes et de son comportement troublant. Même devant le tribunal, il n'a manifesté aucun remords, semblant même se retenir de sourire. Lorsqu'un membre de sa famille lui a dit qu'elle espérait qu'Ozuna montrerait un jour une forme de remords, il s'est contenté de secouer la tête à plusieurs reprises, en prononçant les mots « non », encore et encore. Yvette Pena, une femme de 37 ans, a vu sa vie tragiquement interrompue par Ozuna. Il a été reconnu coupable d'avoir torturé, assassiné et mutilé son corps de manière grotesque. Cette affaire a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et a attiré l'attention nationale en raison de son caractère horrible. Lors de son interview, Ozuna a déclaré qu'il éprouvait du plaisir à torturer et à tuer des femmes, affirmant qu'il préférait cela à la consommation de drogue. Dans l'affaire Yvette Pena, le mode opératoire d'Ozuna a consisté en des actes de violence et de torture inqualifiables. Il l'a étranglée à mort, mais les horreurs ne se sont pas arrêtées là. Il a ensuite mutilé son corps, lui enlevant les yeux et la langue et cousant les mêmes lèvres ensemble. Au cours de l'interrogatoire, il a été tenu à distance par l'avocat chargé de son dossier, qui a insisté sur le fait qu'il était dangereux. Ozuna a insisté sur le fait qu'il ne regrettait pas ses actes et qu'il ferait encore plus de mal s'il était libéré. Le fait que les agissements troublants d'Ozuna ne se soient pas arrêtés au meurtre en est la preuve. En prison, il a continué à avoir un comportement violent et prédateur. Des années après avoir été condamné pour le meurtre d'Yvette Pena, il a été reconnu coupable en 2016 du meurtre de son compagnon de cellule, Luis Romero. Cette affaire a renforcé sa notoriété et démontré que, même derrière les barreaux, il restait un individu dangereux et instable. Après la lecture de sa sentence, Ozuna a salué la famille de la victime avant d'être emmené hors de la salle d'audience. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Vous êtes les bienvenus à la Cour supérieure du comté d'Orange, où le juge Robert R. Fitzgerald préside le procès de Charles Ng, l'homme qui a brutalement violé, torturé et tué plusieurs personnes dans différents lieux, avec un complice identifié comme Leonard Lake. Charles Ng a été inculpé de 12 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré, enlèvement, viol et séquestration. Charles Ng était un tueur en série notoire, responsable de nombreux meurtres sadiques en Californie dans les années 1980. Son affaire a horrifié et captivé l'attention du public pendant des décennies. L'enquête sur l'affaire Charles Ng a duré plus de 13 ans et a coûté des millions de dollars. Charles a également fait l'objet d'une surveillance stricte et d'une sécurité rigoureuse depuis le tribunal jusqu'à la prison. L'accusation a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rassembler autant de preuves que possible afin de condamner Charles pour une douzaine de meurtres. Ils se sont présentés au tribunal avec des piles de cassettes contenant des enregistrements montrant les détails des crimes perpétrés par le sinistre tueur. Les activités criminelles de Charles Ng se sont intensifiées lorsqu'il a croisé la route de Leonard Lake, un ancien marine. Les deux hommes ont formé un sinistre partenariat qui a débouché sur une série de crimes horribles. Lake avait construit un bunker souterrain sur une propriété isolée du comté de Calaveras, en Californie, qu'ils appelaient le Ranch. Ce bunker servait de cadre à leurs activités sadiques. Entre 1983 et 1985, Ng et Lake se sont lancés dans une série de meurtres qui ont fait au moins 11 victimes. Leurs victimes, souvent des jeunes femmes, étaient enlevées, torturées et abusées sexuellement avant d'être brutalement assassinées. Les crimes commis au ranch consistaient notamment à filmer les tourments de leurs victimes, ce qui est devenu par la suite une preuve essentielle dans l'affaire Ng. Le règne de terreur de Ng a pris fin lorsqu'il a été appréhendé alors qu'il volait à l'étalage dans une quincaillerie de South San Francisco en 1985. La fouille de son véhicule a permis de retrouver une arme volée et plusieurs documents compromettants, ce qui a conduit à son arrestation. Leonard Lake, qui n'était pas présent au moment de l'arrestation de Ng, s'est suicidé peu après. L'enquête sur les activités criminelles de Ng a conduit les forces de l'ordre aux horribles découvertes faites au ranch, où elles ont trouvé des restes humains, des enregistrements vidéo des meurtres et des preuves de torture prolongées. Ces preuves ne laissent aucun doute sur l'ampleur de la dépravation perpétrée par Ng et Lake. Lors de son passage au tribunal, Charles Ng a utilisé diverses tactiques pour retarder le procès, en faisant des demandes frivoles et en faisant perdre à l'État d'énormes sommes d'argent. Il a également gardé une attitude mélancolique, boudant tout au long de son séjour au tribunal. Son équipe de défense a eu recours à de nombreuses tactiques juridiques, mais il a finalement été reconnu coupable de 11 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de divers autres chefs d'accusation. En 1999, Charles Ng
a été condamné à la mort par électrocution, marquant ainsi l'aboutissement de l'un des procès les plus horribles et les plus médiatisés des États-Unis. Vous êtes les bienvenus au tribunal du district de l'Alaska, où le juge John D. Roberts préside le procès d'Israel Keyes, l'homme de 34 ans qui a voyagé d'un endroit à l'autre, tuant près d'une douzaine de personnes. Israel Keyes a été inculpé au tribunal pour le meurtre au premier degré d'Yvette Pena, 29 ans, mère de 6 enfants. Un jour, lors d'une audience, Israel Keyes a tenté de s'échapper de la salle d'audience, mais il a été rapidement maîtrisé par des agents de sécurité. Interrogé après l'incident, il n'a rien trouvé à redire à ses actes. Israel Keyes était connu pour ses meurtres impitoyables et sa planification méticuleuse. Il a manifesté très tôt une fascination pour le feu et la destruction, une affinité pour l'isolement extrême et un penchant pour l'étude des tueurs en série et de leurs méthodes. Keyes était connu pour ses préparatifs méticuleux et sa capacité à ne laisser aucune trace derrière lui. Il enterrait dans des endroits reculés des kits de mise à mort contenant des armes, des entraves et d'autres outils à utiliser lors de ses meurtres. Son approche de ces meurtres était calculée et dénuée de tout motif personnel, ce qui a encore plus déconcerté les enquêteurs. Entre 2001 et 2012, Keyes s'est lancé dans une série de meurtres qui ont déconcerté les enquêteurs. Il voyageait beaucoup, se rendant souvent dans des États éloignés pour commettre ses crimes, ce qui rendait difficile l'établissement de liens entre les affaires pour les forces de l'ordre. L'un des crimes les plus tristement célèbres de Keyes est l'enlèvement et le meurtre de Samantha Koenig à Anchorage, en Alaska, en février 2012. Il a soigneusement planifié ses crimes, ciblant Koenig, une jeune serveuse de bar, sur son lieu de travail. Plus tard, Keyes a avoué l'avoir enlevée, agressée sexuellement et étranglée. Son corps a été retrouvé dans un lac gelé. Cependant, le 1er décembre 2012, il s'est suicidé en se tranchant les veines avec une lame et en s'étranglant avec un drap de lit, laissant ainsi la police avec seulement 3 affaires de meurtre résolues sur les 11 personnes soupçonnées d'avoir été tuées par Keyes. Le règne de terreur de Keyes a pris fin en mars 2012 lorsqu'il a été arrêté pour le meurtre de Samantha Koenig. Il a été arrêté en Arizona après qu'une caméra de sécurité ait filmé sa voiture de location. Lors de son arrestation, les enquêteurs ont découvert dans sa voiture un ensemble de preuves qui le relient à d'autres meurtres. Pendant sa garde à vue, Keyes a commencé à faire des aveux effrayants, reconnaissant avoir commis au moins 8 meurtres à travers les États-Unis. Cependant, le 1er décembre 2012, il s'est suicidé en utilisant une lame pour se trancher les veines et en s'étranglant avec un drap de lit, laissant ainsi la police avec seulement 3 affaires de meurtre résolues sur les 11 personnes soupçonnées d'avoir été tuées par Keyes. Bienvenue au Criminal District Court Dallas County, où le juge Brandon Birmingham préside le procès de Tex Watson, l'un des principaux acteurs des meurtres choquants de Tate LaBianca, commandité par Charles Manson. Tex Watson a été inculpé au tribunal pour les meurtres de Tate LaBianca, Charles Denton, Tex. Watson est un nom à jamais gravé dans l'infamie, en raison de son implication dans la célèbre famille Manson et des crimes odieux qu'elle a commis à la fin des années 1960. Il a été l'un des principaux acteurs des meurtres choquants de Tate LaBianca, orchestrés par Charles Manson. Issu d'une famille relativement normale, sa vie a pris un tournant sombre lorsqu'il s'est inscrit à l'université de North Texas, où il a été initié au mouvement de la contre-culture des années 1960. Lorsqu'il rencontre Charles Manson en 1968, il devient un membre éminent de la Manson Family, un groupe sectaire dirigé par Manson, la croyance de la famille dans les visions apocalyptiques de Manson. La croyance de la famille dans les visions apocalyptiques de Manson, combinée à la consommation de drogue et à l'influence charismatique de Manson, les a conduits sur la voie de la violence et du meurtre. L'un des crimes les plus célèbres associés à Tex Watson est son implication dans les meurtres de Tate LaBianca en août 1969. Dans la nuit du 8 au 9 août, Watson et d'autres membres de la famille ont brutalement assassiné l'actrice enceinte Sharon Tate et 4 autres personnes à son domicile de Beverly Hills. La nuit suivante, ils ont également tué Leno et Rosemary LaBianca. Les meurtres se caractérisent par leur extrême violence, leur sadisme et une absence choquante de motifs. Les mots « pig » et « helter-skelter » ont été écrits avec du sang sur les scènes de crime, reflétant la croyance délirante de Manson en une guerre raciale imminente. Tex Watson a été arrêté le 12 octobre 1969 pour son implication dans les meurtres de Tate LaBianca. Sa capture a constitué une avancée significative dans l'affaire contre la Manson Family. Watson, ainsi que d'autres membres de la famille, ont fait l'objet d'un procès long et très médiatisé. Au cours des procès, Watson n'a manifesté aucun remords pour ses actes. Il souriait souvent et montrait des signes d'indifférence, ce qui ne faisait qu'ajouter au choc et à la répulsion du public.
En 1971, Tex Watson a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à mort. La peine de mort de Watson a ensuite été commuée en prison à vie lorsque la Cour suprême de Californie a temporairement aboli la peine de mort en 1972. Vous êtes les bienvenus au palais de justice du comté de Milwaukee, où le juge Lawrence C. Graham préside le procès de Jeffrey Dahmer, un célèbre tueur en série et nécrophile qui a terrorisé la ville de Milwaukee, dans le Wisconsin, à la fin du XXe siècle. Il a été surnommé le monstre de Milwaukee ou le tueur de Milwaukee. Jeffrey Dahmer a été inculpé de 17 chefs d'accusation pour meurtre. Jeffrey Dahmer est tristement célèbre pour une série de meurtres horribles et innommables commis dans les années 1980 et au début des années 1990. Ces premières années ont été marquées par une fascination pour la dissection, signe avant-coureur des horreurs à venir. Enfant, il ramassait des animaux morts sur la route et les désassemble. Plus tard, il s'est mis à tuer et à disséquer des animaux. Ces signes précurseurs de psychopathie ont été largement ignorés par sa famille. Le mode opératoire de Dahmer consistait généralement à attirer de jeunes hommes dans son appartement en leur promettant de l'argent ou de l'alcool, où il les droguait, les agressait sexuellement et les étranglait. Il se livrait ensuite à des actes de nécrophilie, de démembrement et parfois de cannibalisme. Son premier meurtre connu a eu lieu en 1978, lorsqu'il a pris Zune, jeune autostoppeur nommé Stephen Hicks, et l'a ramené au domicile des parents. Là, il a matraqué Hicks à mort avec un haltère et a enterré son corps dans les bois. Le tueur en série a prétendu qu'il n'avait pas prémédité son acte et qu'il n'avait agi que sous le coup de l'impulsion. Mais aveux semblent indiquer le contraire. Hicks a été la première des 17 victimes connues de Dahmer. Il a affirmé que tuer ses victimes n'était pas son objectif et que ce qu'il voulait, c'était se fabriquer des zombies qu'il pourrait ensuite utiliser pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Il considérait les gens comme des objets sexuels et n'aimait pas que ses partenaires consentantes bougent pendant les rapports sexuels. Il voulait qu'elles soient totalement immobiles. Les crimes de Dahmer sont passés inaperçus pendant de nombreuses années. Cependant, en 1991, l'une de ses victimes, Tracy Edwards, a réussi à s'échapper et a conduit la police à l'appartement de Dahmer. À l'intérieur, ils ont découvert une maison des horreurs, avec des restes humains stockés dans des congélateurs, des crânes sur les étagères et des barils remplis d'acide, utilisés pour dissoudre la chair. Dahmer a été arrêté et inculpé de 15 meurtres. Ses aveux ont révélé un niveau choquant de détails sur ses crimes, ne laissant aucun doute sur sa culpabilité. Les crimes de Dahmer sont devenus de plus en plus horribles et audacieux, aboutissant à un schéma méthodique qui fait froid dans le dos. Il gardait souvent des morceaux de corps comme trophées et souvenirs qu'il entreposait dans son appartement. La puanteur des cadavres en décomposition devenait insupportable et Dahmer se donnait beaucoup de mal pour la dissimuler, allant jusqu'à recourir à des traitements chimiques. Jeffrey Dahmer a été condamné à 15 peines consécutives de prison à perpétuité. Bienvenue à la Cour supérieure du comté de Marin, où le juge Andrew Sweet préside le procès de Joseph Nasso, un ancien photographe de 79 ans qui a agressé sexuellement et étranglé 4 prostituées dans le nord de la Californie. Joseph Nasso a été inculpé du meurtre au premier degré de 4 femmes. Joseph Nasso, souvent surnommé le tueur à l'alphabet, s'est fait connaître pour ses meurtres horribles et la manière particulière dont il documente des crimes à l'aide d'une liste de contrôle alphabétique. Les activités meurtrières de Nasso se sont déroulées sur une période de plusieurs dizaines d'années, ce qui a compliqué la tâche des forces de l'ordre lorsqu'il s'est agi d'établir des liens. Son mode opératoire consistait généralement à attirer des jeunes femmes chez lui ou ailleurs, où il les agressait sexuellement et les étranglait. Il se débarrassait ensuite de leur corps dans des endroits isolés, souvent près de plans d'eau. Ce qui distingue Nasso des autres tueurs en série, c'est qu'il documentait ses crimes. Il tenait un journal dans lequel il consignait les détails de ses meurtres et les photos de ses victimes à différents stades de déshabillage et de détresse. Les femmes qu'il a tuées avaient toutes les mêmes initiales dans leur nom de famille que dans leur prénom, d'où le surnom de tueur à l'alphabet. Les victimes de Nasso étaient souvent des jeunes femmes qui vivaient de manière transitoire, ce qui en faisait des cibles vulnérables. Parmi ces victimes connues figurent Roxane Rogash, Carmen Colon et Pamela Parsons. Les autorités pensent qu'il y a d'autres victimes dont l'identité reste inconnue. Sa capture est intervenue à la suite d'une fouille de routine de son domicile au Nevada en 2010. Les autorités ont découvert les photographies et les journaux intimes incriminés qui contenaient des entrées détaillées correspondant au meurtre des femmes. Nasso a été arrêté et une perquisition ultérieure à son domicile a permis de découvrir non seulement des preuves de ses crimes, mais aussi une collection macabre de sous-vêtements féminins et d'autres objets troublants. Son arrestation a conduit à son procès, où les preuves contre lui étaient accablantes. Nasso s'est représenté lui-même au procès,
donnant souvent l'impression d'être confus et, bien qu'il ait cité 5 témoins, il n'a pas témoigné lui-même. Il a continué à insister sur le fait qu'il n'avait pas commis les meurtres et qu'il n'était pas un monstre. En 2013, Naso a été reconnu coupable des meurtres et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.